Il y a une image qu'on a presque oubliée du cinéma français, une image de course-poursuite, de fusillade dans des grands espaces apocalyptiques, de camions lancés sur des routes poussiéreuses, des images de cascades, d'aventures exotiques, de héros fatigués mais magnifiques, de visages burinés par la chaleur, de soldats français qui cherchent à rejoindre l'Angleterre sous les bombes, de vampires Lovecraftiens, de Trintignant en méchant redoutable dans un post-apo, bref, des images de Belleville, de 100 000 $ au soleil, de Week-end à Zuidcote, de Et mourir de plaisir, et tant d'autres en fait. C'était des productions populaires, des productions qui remplissaient les salles et qui rivalisaient avec les prods italiennes ou américaines sans jamais les singer. Alors, quand on parle aujourd'hui de cinéma français, surtout dans la caricature que certains s'en font, on pense assez vite aux films d'auteur, à la comédie comédie familiale ou au drame intimiste, au huis clos parisien, aux films de dialogue, avec, évidemment, tout ça existe, et tant mieux, et d'excellents films sortent chaque année comme ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'avec ça, beaucoup ont oublié ou ne considèrent plus que le cinéma français sait faire d'autres choses, et a fait d'autres choses. Et beaucoup ont même oublié que le cinéma français faisait du grand spectacle. Et quand je dis grand spectacle, je parle pas de blockbuster à l'américaine, je parle pas d'explosion avec des effets spéciaux de partout. Je parle d'un spectacle bien français qui n'appartenait qu'à lui. Oh là, un peu de calme, on s'entend plus. Dans les endroits déserts, il vaut mieux toujours être aimable. Ça coûte rien. Et ça économise des cartouches. Quand on regarde L'Homme de Rio, par exemple, on redécouvre presque un cinéma français parallèle. Un cinéma qui court, qui saute, qui traverse le monde. Un cinéma qui mêle bande dessinée, aventure exotique, comédie, espionnage, romance, cascade, et qui le fait avec toujours une légèreté assez folle. J'en ai beaucoup parlé de L'Homme de Rio sur cette chaîne, j'avais même consacré une vidéo entière à ce film. Et dans ce film, Jean-Paul Belmondo n'est pas juste un acteur, c'est une superstar qui a un moteur très physique en fait, et une physicalité qui est énormément d'acteurs américains vont copier sur lui. Et même dans des films qui ne sont pas forcément dans le cinéma de genre, action, aventure, science-fiction ou que sais-je, il y avait une ambition, il y a des films d'une ambition dingue. Quand vous regardez Le Testament d'Orphée, quand vous regardez l'année dernière un Marianne Bad, je suis désolé, c'est des films qui thématiquement et visuellement sont d'une ambition incroyable, exceptionnelle. Et du coup, vous voyez où je veux en venir. Ce cinéma, il est où? Qui le défend en France? Qui parmi les grandes têtes d'affiche, même françaises, défend ce cinéma en France? Ce cinéma fait pour être populaire, ce cinéma fait pour ramener des gens, mais qui n'en oublie pas d'avoir un spectacle très français, et d'avoir une liberté de ton, une liberté artistique exceptionnelle et nécessaire. La même liberté qui pouvait te garantir l'existence d'un 100 000 $ au soleil, avec une forme de western saharien, avec des camions comme chevaux modernes, avec une tension primitive, avec une photographie magnifique et des dialogues d'audiard impayables. D'ailleurs, ce qui sera impayable aussi, c'est de vous abonner à cette chaîne si vous aimez le ton de cette vidéo, parce que vous savez qu'on fait que des vidéos de ce genre-là. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, c'est le moment. Et bref, ces films-là, mais il y avait aussi un truc qui marchait, c'est qu'ils étaient pas sans cesse dans la performance. Et surtout, ils se demandaient pas sans cesse s'ils étaient capables de rivaliser avec les Américains. Ce qui est un écueil du cinéma français. Je veux dire, regardez par exemple Le Comte de Monte Cristo. Tout le monde a dit, oui, les Français n'ont plus rien à envier aux Américains. Difficile de faire un film qui pompe plus les blockbusters américains que Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires, qui sont vraiment une ressaucée de Pirates des Caraïbes et qui profitent bien moins de la culture française qu'ils ne devraient le faire. Mais bon, il y a quand même un truc que je veux rappeler absolument, parce que c'est une vidéo essai, il y a beaucoup de sujets à traiter. La première, elle est importante, ne serait-ce que pour recomprendre et recontextualiser, le cinéma français n'a pas toujours été gêné par l'idée de divertir, et de divertir massivement. Pendant des décennies, par exemple, le cinéma populaire français, il a produit des films de KPDP, des films d'aventure, des polars, des thrillers, des comédies, mais des comédies monumentales, des fresques historiques, des films de guerre, des films de poursuite. Bon, je vais pas tous les citer, mais je pense directement à Cartouche, Le Prix du danger, Les tribulations d'un Chinois en Chine, Le Professionnel, Le salaire de la peur, La folie des grandeurs, La grande vadrouille, Peur sur la ville. Ça, c'est des films qui ont inspiré de Scorsese à Michael Mann, hein. Et tout ça appartient à une histoire du cinéma français où, en fait, le populaire ne signifiait pas forcément être une comédie de téléfilm fait pour ramener 15 millions d'entrées parce qu'il y a Danny Boone sur l'affiche. L'idée était tout autre, le système de production était tout autre, et c'est le but de cette vidéo aussi, de creuser un peu tout ça, de comprendre ce qui s'est passé
l'idée de comprendre comment on a pu changer tout ça, ce qui a été bouleversé en fait. Pourquoi maintenant, quand on a un film ambitieux en France, on a souvent l'impression quand même qu'il essaie de singer les États-Unis, ce qui est une grosse erreur pour moi, parce que pour moi c'est directement assez embarrassant quand un film avec moins de budget que les ricains et moins de savoir-faire technique aussi envisage de singer trop frontalement les Américains. C'est très gênant, c'est souvent embarrassant parce qu'on sent 1. L'écart de moyens, 2. l'écart de culture industrielle, ça je vais vraiment en parler. La vraie question pour moi elle est beaucoup plus intéressante en fait. Pourquoi le cinéma français a-t-il cessé de croire en sa capacité de produire du spectaculaire? Pourquoi a-t-il abandonné une grande partie de son imaginaire d'aventure, d'action, de science-fiction, de fantastique, alors même que notre pays a quand même une histoire, une culture, des contes, des mythes, une littérature et une mémoire populaire absolument immense? Comment un pays qui a hébergé des artistes comme Dumas, comme Mobius, comme Jules Verne, comme Victor Hugo, comme Goscinny, comme Barjavel, comment un pays comme ça a pu être amené à penser que l'ambition spectaculaire était une anomalie? 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Donc d'abord, petit regard global sur toute l'industrie. Les amis, l'industrie française, elle va bien. Elle va très très bien. En 2024, c'est-à-dire c'est les derniers chiffres très précis que j'ai pu trouver, le cinéma français il représente énormément du cinéma visionné en France. 44,8% des entrées en salle étaient pour le cinéma français. C'est gigantesque. Et la production, elle est massive. 309 films produits, selon les chiffres du CNC. C'est un par jour presque. Donc le sujet, c'est pas l'effondrement du cinéma français. Il n'y a pas d'effondrement du cinéma français. Le cinéma français produit énormément. Il produit cher. Et tout ce qu'il produit ou ne produit pas, du coup, relève d'une volonté. Le vrai sujet, c'est peut-être la nature de ce que le système produit plus facilement. Parce que voilà, la France, ok, elle produit beaucoup de films, elle protège la diversité des films, elle finance des premiers films, elle maintient un tissu d'auteurs, elle a un système, mais que tout le monde nous envie, dans le monde entier. C'est une force énorme, mais du coup, par cette construction même de ce système-là, ce système, il favorise l'émergence de formats plutôt que d'autres. Le grand spectacle, il demande du temps, il demande des décors, et oui, c'est assez ironique, parce qu'en France, on a vraiment les plus beaux paysages du monde, on a des châteaux magnifiques, on a un truc comme le Mont-Saint-Michel par exemple, on a des plaines grandioses, là récemment ils ont reconstruit tout un Paris pour qu'on puisse filmer des cinémas de genre et d'époque dans un faux Paris construit à 40 km de la capitale. On a les infrastructures en France, mais je veux dire c'est des tournages longs, très longs, avec une post-production très très lourde, et surtout c'est un vrai Paris qui fait que souvent les gens se disent que ça n'en vaut pas vraiment la chandelle pour des raisons très spécifiques. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France. Dans le cinéma américain, le pari qu'est un gros budget ou un tournage long ou une post-production lourde, il est amorti par un marché domestique gigantesque, par l'exportation mondiale, par la puissance marketing des studios, par l'exploitation des franchises, des licences, des produits dérivés. En France, le film, il doit d'abord se rentabiliser sur un marché national qui est quand même assez limité, puis espérer potentiellement une carrière internationale beaucoup plus incertaine, surtout quand il est tourné en français. C'est là qu'on commence un peu à comprendre le problème. Le cinéma français, il coûte cher, mais il a pas forcément les même circuit de rentabilité, je dirais, que par exemple le cinéma américain. Mais du coup, l'industrie française a décidé de sécuriser ce financement par d'autres moyens, notamment les chaînes françaises ou les aides régionales, qui ont forcément orienté aussi une grande partie du cinéma vers des formats qui sont acceptables par ses diffuseurs. Je veux dire, si France 2 te met 3 millions sur les 10 millions de ton film, t'as plutôt intérêt à ce que ton film il soit diffusable sur France 2 à 20h50 un dimanche soir pour que la ménagère le regarde. En fait, ça va être une condition sine qua non. C'est ce qui est vraiment un des problèmes de l'uniformisation de ce système de financement. C'est un système de financement génial parce qu'il garantit une diversité, une activité hors norme, mais une diversité qui reste tolérable selon M6, France 2 et Canal+, en fait. C'est logique, en fait, quand ton économie repose sur de la prévente télé, sur des partenaires qui veulent limiter le risque, tu produis plus facilement un film à 3 ou 5 millions qu'un film d'aventure à 25 millions. Et quand un film cher échoue, en fait, il traumatise tout le système. Et avant d'aller encore un peu plus loin dans l'analyse, je vais faire un petit aparté nouvelle vague, parce que je sais qu'il y a toujours 2-3 faquins qui vont me dire « Oui, mais c'est toute la faute de la nouvelle vague, de toute façon, parce que Padawam HD l'a dit dans 2 vidéos. » Non, ce serait bien trop simple de dire que Godard, Truffaut et les Cahiers ont détruit l'ambition du cinéma français. C'est aussi simple de dire qu'ils n'ont aucune responsabilité, attention. Ils veulent la nouvelle vague. Donnons-leur un raz-de-marée. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont progressivement déplacé le statut du cinéma français. À partir des années 50-60, effectivement, émerge un nouveau mode de cinéma, léger, tourné avec peu de moyens,
porté par la figure du cinéaste-auteur qui s'oppose à un cinéma plus écrit, plus produit, plus fabriqué. Bon, cette révolution, la nouvelle vague, elle a été magnifique, elle a changé le cinéma mondial, elle a libéré le cinéma français, elle lui a donné une modernité folle, elle a vraiment changé même le cinéma mondial en vrai. Mais elle a quand même eu des conséquences, et ce serait faux de les mettre sous le tapis. Elle a progressivement rendu suspect tout un pan du cinéma français populaire ambitieux. Un cinéaste comme Henri Verneuil, par exemple, grand patron Henri Verneuil, des grands maîtres du film noir comme Julien Duvivier. Mais je vais rester sur Verneuil, parce que Verneuil, vraiment, il a eu une petite guerre de la part de la nouvelle vague. Des cinéastes comme Verneuil, qui sont capables de faire des films de casse, des grands films d'aventure, avec des plus grands noms du cinéma français. C'est un gars qui faisait des grands récits populaires avec une solidité technique artisanale quand même assez incroyable, en vrai. Mais il s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire, parce que la nouvelle vague l'a catalogué cinéma de papa, trop conventionnel, trop professionnel, trop industriel. Résultat, quand l'émergence de nouvelle vague te change la facette du cinéma français, Henri Verneuil, il tombe un peu en désamour en fait, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le cite beaucoup moins que ce qu'il mériterait d'être cité. Et c'est peut-être là que se joue toute une partie du problème. Le grand cinéma populaire exige d'avoir tout ce que la nouvelle vague a voulu ringardiser symboliquement. Il exige des producteurs puissants, des stars, des décors, des cascades, des scénarios très construits, des moyens lourds, une ambition commerciale assumée. Or, peu à peu, dans l'imaginaire français, plus un film était petit, intime, fragile et personnel, plus il semblait noble. Plus il est ample, populaire, coûteux, industriel, plus il devient suspect. Encore une fois, ça c'est pas la seule raison de la disparition du grand cinéma populaire français. Et c'est pas une critique de la nouvelle vague en elle-même. Le vrai enjeu, c'est pas de choisir entre Godard et Verneuil. Le vrai enjeu, c'est de comprendre que oui, il y a eu cette fissure, oui, la nouvelle vague a voulu ringardiser l'ancien cinéma et donc a rendu le cinéma français moins dans la construction d'une industrie qui pourrait produire facilement ce genre de grands films d'aventure, d'action, de grands films populaires mainstream. Il y a eu cette fissure-là jusqu'à ce que d'autres films arrivent pour essayer de la casser, cette fissure. Monsieur, je prends votre gant pour jeter. Je vous le rendrai rouler autour d'une balle demain à la première heure. Parce que oui, il y a eu des tentatives, certaines sont magnifiques. Malville, j'en ai beaucoup parlé de Malville. C'est un objet passionnant parce qu'il montre précisément une voie que le cinéma français aurait pu davantage explorer. C'est une science-fiction post-apocalyptique, mais à hauteur d'homme, qui est rurale, qui est politique, qui est française dans sa texture même. Je veux dire, les 15 premières minutes dans les plaines françaises, c'est magnifique. Mais ça reste du grand spectacle post-apo qui te fout des séquences. Mad Max peut pas rivaliser en fait. Et le grand spectacle ici, il vient d'une idée toute simple. Que reste-t-il d'une petite communauté française après une catastrophe nucléaire? Comment reconstruire le monde dans une campagne française avec des survivants ordinaires? C'est un imaginaire ultra puissant, mais qui est adapté à nos moyens, à nos décors et à notre histoire. Et ça, je pense que c'est une piste qu'il aurait fallu largement explorer, et pas de la manière dont Pathé est en train de le faire en réadaptant tous les classiques français pour les ultra-américaniser, quoi. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère. Mais dites-moi, je vais être un peu provoque, est-ce que ce serait pas la faute du public, en fait? Non, mais vraiment, indirectement, certes, mais attendez. On va parler du rôle qu'a eu Hollywood dans l'imaginaire du public. Parce qu'à partir des années 80-90, le grand spectacle, vous êtes d'accord avec moi, il est de plus en plus associé au cinéma américain. Le spectateur français, comme tous les spectateurs du monde, il est éduqué par Spielberg, Lucas, Cameron, Zemeckis, puis par Marvel, DC, Jurassic Park, Harry Potter, comme si l'Amérique avait le monopole du spectaculaire, et dans un sens elle l'a, et que, voyant qu'on ne peut pas rivaliser, l'industrie française est allée vers des productions plus petites et plus légères. Mais pour moi, je suis désolé, cette séparation, elle est artificielle. Elle ne tient ni historiquement, ni artistiquement. Méliès, c'est nous. Le grand roman populaire, le fantastique littéraire, l'aventure scientifique, le roman de KPDP. C'est nous, c'est notre histoire. Le problème, en vrai, c'est qu'on a progressivement cessé de regarder notre patrimoine aussi. Et à force de ne plus associer le cinéma français au spectacle, une partie des spectateurs a fini par considérer que dès qu'un film français tente l'aventure, la SF, le fantastique ou l'action, il y a quelque chose de suspect, parce qu'on le compare directement avec Hollywood. Et cette méfiance, elle devient un cercle vicieux. Comme le public doute, les producteurs hésitent. Comme les producteurs hésitent, les films sont rares. Comme les films sont rares, les savoir-faire se transmettent moins. Et du coup, plus de continuité industrielle. T'as pas les techniciens
techniciens, les cascadeurs, les superviseurs FX, les décorateurs, les producteurs habitués à ce type de grande fabrication. Si tu produis un film à énorme budget, hyper ambitieux, ultra spectaculaire, un peu à l'homme de Rio par exemple. Si tu produis ce genre de film une fois tous les 3 ans, tu repars presque de zéro à chaque tentative en vrai. Je veux dire, il suffit pas de caler 30 millions pour réaliser un grand film populaire une fois tous les 5 ans. Il faut savoir écrire pour l'ambition, penser les décors, organiser les cascades, intégrer les effets, vendre le film, lui donner une identité claire, assumer son statut de cinéma de genre sans aucun cynisme. Et ça, sans les savoir-faire qui ont peu à peu disparu depuis 30 ans, c'est quand même très compliqué. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, des contre-exemples, il y en a, mais sont-ils vraiment des contre-exemples? Je veux dire, il y a des exemples récents que vous allez me citer tous en commentaire, je le sais. Vous me trouvez brutal. Pardon? Non seulement je le sais, mais je m'en vante. Et moi, j'aime beaucoup les exemples de certains films qui tentent d'assumer une touche très française, en fait. Par exemple, Philippot. Bonjour à tous, c'est Stupéfiant. Pas celui-là. Non, juste Philippot, le réalisateur de La Nuée. Lui, il prend une idée de genre, une invasion de sauterelles, une horreur très biologique, et il l'ancre dans un réel français très concret. Ferme, le précarité, le rapport à la terre, le corps au travail. Ça, c'est une manière intelligente pour moi de penser le genre en France, qui ne singe à aucun moment nos amis américains. Et c'est pas forcément le cas des Trois Mousquetaires, ou du Comte de Monte Cristo, ou même de De Gaulle, que j'ai apprécié, mais calmons-nous. Où là, on est quand même sur des films dont le découpage est ultra-américain, où on copie et on singe, même dans la structure même, en vrai, tout Hollywood. Je veux dire, n'importe quel réalisateur américain aurait pu réaliser le Comte de Monte Cristo, et souvent même un peu mieux. Ne serait-ce qu'en la direction d'acteur. Vous avez vu comme il parle dans le Comte de Monte Cristo. Oh, tu es hystérique? Je ne sais pas. Je sais une chose. C'est qu'avant 8 jours, je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Et pourquoi il parle devant nous des enfants qu'on enterre dans les jardins. C'est pas possible en fait, et ça m'énerve un peu parce que, pardon, mais Dumas, c'est pas forcément une imitation d'Hollywood à la base. Dumas, c'est notre mythologie d'aventure, et la ringardiser pour la rendre hollywoodienne, ça m'énerve. Alors oui, c'est encourageant parce que le public a répondu présent, mais par contre, espérons que ce que Pathé veuille faire, c'est pas faire du Hollywood / grande mythologie française, parce que sinon, si c'est fait comme ça, ça ne sert à rien en vrai, je trouve. Mais voilà, moi je me demande en fait, pourquoi Dumas, pourquoi Jules Verne, pourquoi Victor Hugo, pourquoi les grandes expéditions françaises, les mythes régionaux même, je veux dire, les récits maritimes, les légendes régionales, il y en a dans toutes les régions, les mythes médiévaux, les monstres de notre folklore. Pourquoi tout ça, ça n'a pas inspiré plus de films? Pourquoi ça n'a pas nourri davantage notre cinéma populaire? La France, c'est quand même un pays qui est saturé d'histoire. Chaque région est hyper cinématographique. Alors pourquoi le cinéma français a-t-il abandonné le grand spectacle? Parce que les conditions économiques l'ont rendu risqué, parce que le modèle de financement a favorisé des formats plus maîtrisables, parce que Hollywood a occupé l'imaginaire mondial du spectaculaire, parce que certains échecs ont refroidi toute l'industrie, et c'est frustrant parce que les chiffres récents, ceux que j'ai cités en début de vidéo, montrent que le public français est prêt à aller voir de la production française. Reste juste à expliquer que non, le cinéma français n'est pas condamné à choisir entre l'auteur et le public, entre l'intime et le gigantesque, et qu'en fait, le vrai défi, c'est peut-être de retrouver du lien entre les deux. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, un petit peu type essai, c'est rare que je fasse des vidéos comme ça, donc ça part dans tous les sens, j'en suis un petit peu navré, mais pour moi il y avait 1000 pistes hyper intéressantes. Si cette vidéo vous a plu, faut absolument s'abonner, mettre la cloche, et je rappelle qu'on a un petit Tipeee. Ce genre de grosses vidéos, j'en ai vraiment besoin, c'est beaucoup de travail. Le Tipeee est ce qui me permet de faire ces vidéos-là. Merci à tous ceux qui me soutiennent, et n'hésitez pas à soutenir la chaîne, n'importe quel petit don aide énormément. Je suis aussi sur Instagram très actif, le lien est dans la description, faut me suivre absolument. Je suis aussi très curieux de voir ce que vous pensez de ce sujet-là, parce que c'est quand même un vaste sujet. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.